Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très heureuse de vous retrouver sur Canal Numérique Télévision où vous aurez à suivre désormais tous les samedis à 21h05 le magazine CAP sur la décentralisation, votre magazine d'information, d'enquête et d'actualité sur le processus de la décentralisation en République démocratique du Congo. Mois de mars, mois de la femme, notre magazine d'aujourd'hui est donc dédié à toutes les femmes de la République démocratique du Congo, ces femmes battantes qui ne cessent de se rechercher et d'arracher leur place auprès des hommes forts. Cette lutte de la femme, rappelons-le, est soutenue par la Constitution de notre pays, spécialement à son article 14 qui stipule, je cite, « Le pouvoir public veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assure la protection et la promotion de ses droits. » Ils prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines civils, politiques, économiques, social et culturels, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation. La femme, poursuit cet article, a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L'État garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans les dites institutions. Fin de citation. Le magazine CAP sur la décentralisation de ces jours consacre donc son numéro à la journée d'échange à l'intention de la femme du ministère de la décentralisation et réforme institutionnelle sous le thème parité homme-femme au travail, intensifiant la mise en œuvre de la décentralisation pour un développement durable. La journée a été célébrée au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement en présence du ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle et la ministre de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, le vice-ministre de la décentralisation, les secrétaires généraux de l'administration publique, les coordonnateurs de la CETA et son adjoint, et a connu plusieurs interventions, à savoir la présentation du thème national par Madame Florence Boloko du ministère du Genre, Enfants et Famille et les thèmes formulés par le ministère de la décentralisation, parité homme-femme au travail, intensifiant la mise en œuvre de la décentralisation pour un développement durable par Maître Françoise Kena, directeur de cabinet adjoint au cabinet du ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle. Une journée d'échange très enrichissante pour les femmes de ce ministère qui ont eu à suivre tout d'abord l'allocution du ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, son Excellence Azarias Rouberois Maniwa, qui a bien voulu célébrer ce mois de la femme avec les femmes de son ministère aux côtés de son épouse Chantal Rouberois. Au cours de son intervention, le ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle a indiqué qu'en République démocratique du Congo, la femme est au centre de préoccupation tout en faisant référence aux articles 12 et 14 de la Constitution et aussi à plusieurs autres lois de la République dont le Code de la famille et la loi sur la parité. Il a néanmoins reconnu qu'au-delà de toutes ces lois, la réalité montre un déphasage, mais aussi que les efforts sont encore à déployer. Le ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle a également fait appel à l'intégration de la nouvelle vision de la femme par la société et surtout au-delà des sphères traditionnelles, tout en évoquant le proverbe 31 sur la femme vertueuse pour évoquer le courage, le dévouement, la compétence et le mérite. Son Excellence Azarias Rouberois Maniwa s'est aussi engagé au cours de cette journée d'échange à l'intention de la femme de son ministère de faire en sorte que la femme soit représentée valablement à tous les niveaux. Je vous propose de suivre à présent un extrait de son intervention.
Je suis honoré par votre présence dans cette salle du bâtiment du gouvernement où mon ministère organise cette journée d'échange à l'intention des agents, fonctionnaires et membres du cabinet politique en mémoire de ce mois dédié à la femme. Au départ, c'est le 8 mars qui est la journée consacrée à la femme. Maintenant, les femmes prennent, on dirait, tout au fur et à mesure. C'était d'abord un jour, maintenant c'est le mois. D'ici là, pour moi, ce sera une année de femmes. Pourquoi pas une décennie. Et ceux qui vivront dans 50-100 ans, il y aura peut-être un cinquantenaire de femmes. En RDC, notre pays, la femme est au centre des préoccupations d'autres autorités du pays. Vous avez le président de la République qui revient souvent dans ses discours à la question de l'émergence de la femme, l'intégration de la femme. Ce discours est aussi ressenti au niveau des membres du gouvernement et à plusieurs niveaux. Et notre arrivée à la tête de ce ministère ne va pas s'éloigner de cette vision. Je viendrai peut-être un peu plus loin. Nous sommes donc dans un pays qui a pris conscience de ce thème mondial qu'est l'intégration de la femme, la parité entre hommes et femmes, les droits de la femme, et dans un certain nombre de législations, notre pays fait l'effort d'être à la place qu'il faut. Il est évident qu'il y a encore des aspects théoriques, mais qu'il faut rendre réels. Des avancées significatives sont perceptibles dans les divers domaines de la vie nationale. Déjà, la Constitution de la RDC consacre l'égalité de tous en dignité et en droit et proscrit toute discrimination, quel qu'en soit le fondement. En son article 12, notre Constitution dit « Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ». Dans la même occurrence, notre Constitution ajoute en son article 14 donne une injonction plutôt au pouvoir public d'éliminer toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Et notre Parlement, dans sa loi du 15 juillet 2016, la loi 16/008, qui est l'institut du Code de la famille, en application de la volonté de la Constitution. Donc cette nouvelle loi sur la famille a pris du temps et des dispositions pour éliminer plusieurs discriminations qui étaient jusque-là consacrées légalement par rapport à la femme. L'article 352 du Code de la famille, qui discriminait la femme en ce qui concerne l'âge de contracter le mariage, a été amendé en ce sens que l'âge de contracter le mariage est fixé désormais à 18 ans pour l'homme et la femme. De même, l'égalité entre l'homme et la femme a été rétablie en matière relative à la capacité juridique d'accomplir les actes dans l'univers juridique, parce qu'avant, il fallait essentiellement le régime d'autorisation maritale. L'autorisation maritale que l'épouse était tenue d'obtenir pour conclure un contrat a été supprimée et remplacée par l'accord des deux époux pour tous les actes juridiques dans lesquels ils s'obligent à une prestation qu'ils doivent effectuer. Nous sommes là à l'article 448 du nouveau Code de la famille. Aussi, le choix du domicile conjugal qui incombait au seul mari, l'époux se contentant de le suivre partout où il s'installe, est reconnu aux deux qui s'obligent d'habiter ensemble partout où ils ont choisi de résider, et c'est dans l'intérêt du mariage. Donc pour le moment, vous n'avez pas à imposer à votre femme en disant non, on va aller s'installer à Miami ou à Johannesburg. Il faut un concours de volonté. Parce que les hommes sont conscients de cette perte de droit de décision unilatérale. Mon épouse qui est assise à mes côtés, donc prendra bien soin de ces dispositions. Désormais, c'est une disposition qui responsabilise, n'est-ce pas, les deux. Comme vous devez le savoir, l'autorité parentale est échue au père et à la mère.
L'égalité est également parfaite en matière de sanctions applicables en cas de violation de l'obligation de fidélité. Dans le domaine du travail, dans le domaine du travail, je vous le dis, les femmes travailleuses sont au terme de la loi du 15 juillet 2016, la loi, le code de la famille, elles sont donc habilitées à prester la nuit dans toutes les entreprises sans aucune distinction. Avant, il n'en était pas ainsi. Aujourd'hui, si votre femme a un travail rémunérateur qui commence à 22h jusqu'à 6h du matin, daignez bien le comprendre et la droit à ça. Les femmes, dans un monde de travail en évolution, une planète 50-50 d'ici 2030, le thème international de cette année a été développé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure à l'introduction de ces magazines, par Madame Catherine Ondimba Kombe de l'ONU Femmes, qui, au cours de son exposé, a indiqué que plus on fait participer la femme, plus on touche l'objectif de la démocratie. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Quand la colonisation est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un nouvel ordre qui arrive, c'est l'organisation étatique, qui fait que nous ne vivons plus seulement du champ, nous ne vivons plus seulement de la pêche, nous ne vivons plus de la cueillette, mais nous passons à une autre façon de vivre. Il y a maintenant l'emploi. On a des bureaux, on a des fonctionnaires, on a des hommes qui doivent aller dans l'armée. Et une nouvelle organisation sociale apparaît. De telle sorte que maintenant, on dit, dans l'administration, le choix a été prioritairement fait pour les hommes. En politique, c'était les hommes. Et à la fin, on dit, elle sera monitrice, elle sera accoucheuse, et voilà. Ce qui a fait que quand on commence les négociations pour l'indépendance en 1960, je suis monitrice, l'homme est dans la fonction publique, il a eu facilement accès à tous les débats politiques qu'il y avait autour du pays. Mais nous, on était monitrices, on était ingénieurs, on était accoucheuses, on faisait des travaux ménagers. Avec cette nouvelle forme d'organisation qui est apparue, et on a pris un peu de recul par rapport aux hommes. Si en ce moment-là, au niveau de l'administration, et les hommes et les femmes avaient eu les mêmes chances, si tous on était recrutés dans les forces armées, je crois qu'on aurait eu aussi un peu plus de chance à se positionner dans les années qui suivaient. On a connu, on n'avait même pas le droit de vote, au même titre que les militaires. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. C'est un peu plus tard, dans la Constitution de 1964, qu'on nous octroie ce droit et que nous exerçons pour la première fois en 1967. Et après, nous avons tout ce processus qui commence avec la démocratisation. Et quand la démocratisation arrive, nous, on n'a pas été beaucoup engagés dans les débats politiques, de telle sorte que la démocratisation nous a beaucoup plus orientés vers les ONG. Et les femmes ont été majoritaires à mettre en place les organisations de la société civile, tandis que les hommes qui étaient habitués au débat politique, ils ont créé des partis politiques. Le deuxième exposé de cette journée d'échange à l'intention de la femme du ministère de la décentralisation et réforme institutionnelle sur le thème national du mois de la femme de cette année a été relaté par Madame Florence Boloko, qui a demandé à l'auditoire masculin de capitaliser les atouts intellectuels de la femme en tant que collaboratrice au sein de nos différents services. Je vous propose donc de suivre un extrait de son intervention. Permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude à l'endroit du ministère de la décentralisation et des réformes institutionnelles qui ont voulu placer leur confiance en ma modeste personne et me demander de parler du
du thème national qui est Ensemble pour la parité 50-50, la condition 2030, investir dans un travail décent et le plein emploi pour les femmes dans un climat de paix et d'équité. Ce travail décent repose sur 4 piliers, à savoir il y a l'emploi, il y a la protection sociale, il y a les droits des travailleurs et il y a le dialogue social. Le terme emploi désigne ici le travail sous toutes ses formes. Donc la notion de travail s'applique également aux salariés en situation, ceux qui travaillent dans l'informel, mais également aux personnes qui travaillent à leur compte. Ça aussi, ce sont des travailleurs. On ne parle pas des travailleurs tout simplement des gens qui se réveillent chaque matin, qui vont dans un bureau, mais également à tous ces travailleurs, à toutes ces femmes également qui, chaque matin, sont au champ, qui ramènent des légumes au marché. C'est aussi un travail qui est moderne et c'est aussi un travail que l'on doit valoriser. C'est également un travail de fond. Alors, pour parler du plein emploi, le terme plein emploi, c'est une situation de l'économie dans laquelle, d'une part, toute personne désirant travailler, occuper toute personne qui désirait travailler effectivement, donc un emploi, et d'autre part, il y a toutes les capacités matérielles de production qui seront utilisées justement dans le plein emploi. En poursuivant notre magazine de ces jours, nous restons encore au ministère de la décentralisation et réforme institutionnelle avec le 3e exposé de cette journée à l'intention de la femme de ces ministères en vous proposant de suivre un extrait de l'intervention de Maître Françoise Kena, directeur de cabinet adjoint du ministre d'État sur parité homme-femme au travail, intensifiant la mise en œuvre de la décentralisation pour un développement durable. Cette intervention sera suivie de la contribution de Madame Chantal Roux-Berrois à cette journée d'échange. Suivons. Il m'a été demandé d'exposer sur un thème facile, difficile, parité homme-femme au travail, intensifiant la mise en œuvre de la décentralisation pour un développement durable. Au nom de toutes les femmes du ministère de la décentralisation et réforme institutionnelle, je tiens à remercier le comité organisateur de cette journée réservée aux échanges à l'intention de la femme du ministère. C'est pour moi un grand honneur que de prendre parole parmi nous afin d'échanger ensemble sur cette question épineuse qu'est la parité hommes et femmes dans le monde du travail. Vous allez le remarquer, c'est vraiment une question très épineuse. L'importance de la décentralisation n'est plus à démontrer. Elle permet de s'assurer que des actions devant promouvoir le développement humain sont prises jusqu'au dernier échelon. En République démocratique du Congo, comme vous le savez, la moitié de la population est constituée de femmes. De ce fait, il est plus important de se rendre en évidence qu'elles devaient être mieux représentées dans le processus de la prise de décision. Mais l'on constate dans mon pays la participation dans le processus décisionnel de la femme au niveau national, au niveau des collectivités locales décentralisées, demeure très faible. L'illégalité passe son plein dans la quasi-totalité des domaines. Puis est-ce de l'égalité homme-femme selon la Bible. Bien que la nation congolaise soit laïque, la société congolaise a plus de 90% des chrétiens. De ce fait, vous allez me permettre de recourir à la Bible comme source d'inspiration en matière de genre et en particulier en matière d'égalité hommes et femmes.
planète de 50 d'ici 2030. Cet thème suggère plusieurs concepts à exploiter. En analysant de près tous ces concepts, il va de soi qu'il s'agit là d'un appel à l'égalité homme-femme dans le monde du travail d'ici l'année 2030. Aujourd'hui, bien que la notion de qualité soit intégrée dans beaucoup de législations à travers le monde, la réalité témoigne que cet objectif de qualité est encore loin d'être atteint. En analysant la situation du monde par rapport à la question du genre, notamment dans sa dimension de qualité, les inégalités hommes-femmes au travail sont encore une réalité qui persiste. Au travail comme à la maison, les femmes ne sont toujours pas avantagées. La journée de la femme est longue et demeure laborieuse. Peu de femmes occupent des postes de décision, peu de femmes sont leaders politiques, peu de femmes ont l'autonomie économique. La femme a toujours été dominée par l'homme, elle a toujours lutté pour son autonomie. Les inégalités s'expliquent par le fait que l'homme s'est toujours considéré comme un être supérieur à la femme. Sa supériorité physique par rapport à la femme est incontestable, mais l'égalité du genre s'impose. Dans le monde du travail, les femmes se trouvent en masse dans les fonctions d'exécution. Elles sont majoritairement présentes dans les professions dites féminisées qui offrent peu de salaire et peu de possibilités de carrière. Elles sont confrontées aux parois de verre à celles qui ne peuvent accéder à des domaines et postes qui facilitent leur évolution. C'est sous la modération de Madame Colette Kandolo, point focal genre, que s'est clôturée cette journée d'échange à l'intention de la femme du ministère de la décentralisation et réforme institutionnelle. Que pense la ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, son Excellence Magui Kiala Bolingue, invitée des marques de cette journée d'échange suivant. Non, nos impressions sont bonnes parce que de telles conférences, ça encourage à ce que les femmes puissent comprendre quel est le rôle qu'ils doivent jouer. Nous avons dit 50-50 d'ici 2030, mais c'est un combat, c'est une lutte. Et pour cela, il faut non seulement 50 pour le dire, que ça ne soit pas un slogan, mais c'est une activité de conscientisation pour que chaque femme puisse se prendre en charge et comprendre quel est le rôle qu'il doit jouer. Non seulement le rôle à jouer, mais la vision claire de ce qu'elle veut. On ne peut pas prendre une femme parce que nous devons prendre, mais il faut qu'une femme ait une vision d'elle-même d'abord, et ensuite, elle aura la vision du pays. Quand tu n'as pas ta vision seule, à toi, comment allez-vous avoir la vision du pays? Donc il faut vraiment qu'au niveau du mental, au niveau de la conscience même de la femme, que la femme puisse prendre son rôle. Donc est simple de spécifier clairement qu'est-ce qu'elle va faire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous rappelle que vous suivez les magazines CAP sur la décentralisation, diffusés désormais tous les samedis à 21h05 sur Canal numérique télévision. Parlant toujours du mois de la femme, votre magazine a accordé une interview au coordonnateur de la cellule de mise en œuvre de la réforme de l'administration publique et projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique, CEMERAP, PRAP, en sigle, Messier Jean-Serge Bikoro, qui évoque ici le mécanisme mis en place par le gouvernement pour les recrutements qui encourage la femme à pouvoir y concourir et aussi la mise à niveau de femmes évoluant déjà au sein de l'administration publique à travers l'École nationale d'administration. Suivons cette interview. Vous savez que notre pays aspire à son émergence en horizon 2030 et pour cela, il a été décidé par le gouvernement de se doter d'une administration publique de développement. Et nul n'ignore aujourd'hui le rôle de la femme dans la promotion du développement. Ainsi, un certain nombre
d'initiatives ont été mises en œuvre pour essayer de promouvoir la femme et équilibrer les genres de l'administration. Dans un premier temps, les statistiques ont démontré que notre administration publique est moins représentée par les femmes, surtout sur des positions managériales. Et dans le cadre donc du rajeunissement de l'administration publique, à travers la politique du gouvernement visant la relève, 2 instruments ont été créés, l'École nationale d'administration et le programme Jeunes Professionnels. Ce sont des instruments qui permettent de recruter des jeunes universitaires qui désirent entrer dans l'administration et pouvoir apporter leur expérience et leurs compétences au service du développement. À ce niveau, déjà, le gouvernement essaie de sensibiliser davantage les jeunes femmes universitaires pour passer par des concours et entrer dans ces programmes. Nous savons que déjà l'ENA, qui est aujourd'hui en train de préparer sa 4e promotion, le taux de recrutement des femmes va crescendo, donc évolue. Au départ, je crois qu'il n'y avait que 18%, mais l'objectif est d'atteindre 30-35% au fil des années. Et je crois qu'à la 3e vague, on était déjà à 22%. Nous espérons qu'à la 4e promotion, nous pouvons encore faire mieux. Et donc, la stratégie a été de sensibiliser davantage avant le concours dans les universités, des sensibilisations ciblées autour de la femme pour non seulement lui expliquer son rôle dans l'administration publique d'aujourd'hui et de demain, mais également démontrer le souci du gouvernement à pouvoir équilibrer le genre dans l'administration. Du côté programme Jeunes Professionnels, qui évolue également vers sa 4e phase, le même exercice est en train d'être fait. Et l'avantage qui est donné ici, ou l'opportunité, c'est le fait d'ouvrir ces concours sur les 26 provinces qui constituent aujourd'hui notre pays, tout en essayant d'augmenter la sensibilisation, de pouvoir orienter la sensibilisation ciblée autour de ces groupes cibles. Nous sommes également dotés en interne d'une équipe de communication assez solide qui, dans le cadre de la stratégie des communications, a élaboré un plan de communication axé également sur le genre. Et donc, nous pensons qu'avec ces instruments, nous pourrons aider le gouvernement à aller progressivement vers son objectif visant à augmenter la participation de la femme dans l'administration. Mais c'est aussi pour nous l'occasion d'inviter les femmes à pouvoir davantage, parce qu'on a vu qu'elles sont décidées, elles sont engagées, davantage à s'auto-sensibiliser, à motiver à participer à des processus de concurrence, à des processus de concours, de recrutement, pour démontrer leur capacité à pouvoir faire mieux, et peut-être la même chose, et parfois au même titre que les hommes, et pouvoir aujourd'hui aider le gouvernement à atteindre cette administration de développement que nous voulons tous le plus rapidement possible. Oui, monsieur le coordonnateur, là vous évoquez les recrutements. Et alors, que dire de femmes qui évoluent déjà dans l'administration publique ? Pour les femmes qui évoluent déjà dans l'administration publique, à travers cet instrument qu'on appelle l'École nationale d'administration, il est prévu ce qu'on appelle la formation continue. C'est une formation continue qui permet d'accompagner le fonctionnaire dans sa carrière à pouvoir accéder progressivement à des postes de responsabilité de manière à pouvoir améliorer la qualité de la gestion et de la performance de l'administration publique. À travers ces formations continues, nous mettons un accent particulier également aux femmes qui sont déjà dans l'administration. Et par exemple, nous avons appuyé l'ENA à organiser la formation des directeurs, mais également la formation des chefs de division et chefs de bureau qui sont appelés à monter en promotion pour occuper les places qui seront libérées à la suite de la mise à la retraite. Et donc, à ce niveau également, nous insistons sur l'amélioration du taux de participation de la femme fonctionnaire à des formations au même titre que leurs collègues hommes pour essayer d'améliorer leurs compétences et peut-être équilibrer à terme cette opportunité d'occuper les postes des responsabilités dans l'administration publique. Mais il faut noter que nous comptons sur les femmes qui sont dans l'administration, mais le taux de départ est déjà faible, hein, c'est-à-dire atteindre 30% des femmes qui sont déjà dans l'administration à des postes clés, ce n'est pas évident.
mais nous pensons en même temps jouer sur les entrées et donc essayer d'équilibrer à toute opportunité de recrutement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est par ici que s'achève notre magazine Cap sur la décentralisation des séjours. Vous suivrez la rediffusion de ces magazines le dimanche à 10h45, toujours sur Canal Numérique Télévision. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir.